Salut la communauté. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des 6 types d'actions que vous pouvez rencontrer sur un marché boursier. Alors, c'est une classification qui nous a été fournie par Peter Lynch, le très célèbre. Il n'est plus à présenter. Et donc, ce que nous allons faire, c'est déjà pourquoi c'est important de se concentrer en fait sur ces 6 types d'actions, de savoir dans quelle catégorie classer les actions et quelle catégorie privilégier. Parce que, la catégorie dans laquelle vous allez investir va déterminer grandement votre niveau de gain. Vous ne pouvez pas, comment dire, miser sur un éléphant et espérer qu'il va courir comme un cheval, vous voyez. C'est littéralement la même chose avec les catégories d'actions. Et deux, la catégorie dans laquelle, suivant, en fait, vous ne pouvez pas évaluer toutes les actions de la même manière. On est d'accord? Une action dans la catégorie des fast growers, par exemple, ne peut pas être évaluée de la même manière qu'une action dans la catégorie des asset plays. Et nous allons voir tout ça dans la suite. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici, nous parlons de quoi? Nous parlons de la bourse. Ici, vous allez découvrir tout le contenu nécessaire pour savoir apprendre comment investir en bourse, la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Donc, si vous ne le savez pas, il est tout à fait possible, en fait, même en tant que salarié, d'investir dans des entreprises locales ici en Afrique en passant par notre bourse locale, la BRVM. Alors, donc, moi, j'y crois fermement et c'est absolument possible d'atteindre l'indépendance financière en investissant sur cette bourse-là. C'est d'ailleurs mon objectif personnel. Alors, donc, si vous avez suivi des vidéos passées déjà de la chaîne et que vous ne comprenez pas certaines notions, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. Je réponds systématiquement à toutes les questions. Il n'y a pas de complexe. Alors, donc nous allons commencer sans plus tarder. Alors, ce que vous voyez à l'écran là, en fait, c'est les 6 catégories d'actions en question et le graphe essaie en fait de vous montrer que vous ne pouvez pas espérer le même potentiel de croissance parce que là, je sais pas si vous voyez, là, ce que ma tête cachait, c'était potentiel de croissance qui est écrit. Potentiel de croissance, voilà. Donc, voilà, ce que le graphe essaie de vous montrer, c'est que vous ne pouvez pas essayer, espérer le même potentiel de croissance de toutes les 6 catégories. Donc, il y a des catégories qui ont plus de potentiel de croissance que d'autres. Et il y a sur le long terme et il y a d'autres catégories qui vont en fait se concrétiser plus rapidement en fait, donc qui sont plutôt court terme. Je dis court terme, mais moyen terme, c'est pas court terme, c'est pas une semaine, 2 semaines, quoi, disons moyen terme. Ce que nous allons essayer de faire ici, c'est pour chaque action, nous allons essayer de déterminer quelle entreprise en fait on peut retrouver derrière ce genre d'action-là. En fait, et dans un second temps, nous allons essayer de voir quel gain, en fait, comment on gagne de l'argent, comment on est rémunéré quand on investit sur ce genre d'action, c'est-à-dire si c'est par des plus-values, capital gain, ou bien si c'est par des dividendes, donc cash flow. Et nous allons voir, nous allons donner un exemple concret de ce type d'action-là sur la BRVM. C'est très important de pouvoir avoir des références. Et en dernier point, pour une catégorie donnée, donc en dernier point, nous allons essayer de dire en fait comment il faut valoriser cette action ou bien l'entreprise derrière cette action. Alors, donc, nous allons commencer sans plus tarder. Alors, donc, nous allons commencer par la première catégorie et c'est la catégorie des valeurs à croissance lente. Valeurs à croissance lente, c'est quoi? C'est les slow growers. Les slow growers, c'est quelle entreprise se cache derrière? C'est des entreprises déjà matures en fait, donc qui ont du mal à croître davantage. Un exemple palpable, je parle déjà de l'exemple, c'est Sonatel en fait. Donc, ce sera des entreprises qui auront un chiffre d'affaires déjà tellement grand que ce serait difficile d'imaginer que ce chiffre d'affaires pourrait croître encore de 50% ou doubler littéralement. Vous voyez ce genre de choses-là. Donc, des entreprises qui ont déjà presque saturé le part de marché. Et donc, comment nous comptons gagner de l'argent avec ce genre d'action-là? C'est les dividendes. Ouais, parce que nous n'espérons pas vraiment avec les slow growers, actions à croissance lente, des gains sur plus-value. Non? Nous n'espérons pas acheter à 1000 francs et revendre à 2000 francs, doubler. Non, pas vraiment. Ce que nous espérons, c'est ce que nous attendons de ce genre d'investissement, c'est que l'entreprise derrière nous paie des dividendes assez généreux et de manière régulière. On ne veut pas que l'année prochaine, on paye moins de dividendes que cette année ou bien qu'on saute une année. Non, littéralement, ce n'est pas le genre de comportement qu'on attend d'un slow grower. Alors, donc l'exemple, je l'ai déjà donné en fait. Et la valorisation, la méthode de valorisation de ce genre d'entreprise, c'est en fait, déjà, il faut remarquer que ces actions ont leur modèle en fait est assez proche des obligations. Ça veut dire quoi? Le coût auquel je paye sur le nombre d'années qui va suivre
Alors, ça va rester plutôt constant et chaque année, j'aurai des détachements de dividendes. C'est un peu comme les obligations, ce sera plutôt constant et chaque année, vous aurez des détachements de coupons. Vous aurez des coupons qui vous seront versés. Alors, donc, les deux sont presque identiques et donc, on compare généralement les slow growers aux obligations. Donc, ce que vous voulez espérer, en fait, ce que vous voulez exiger ici, c'est que les actions à croissance lente, ces actions-là, vous rémunèrent plus que les obligations. Pourquoi? Parce que les obligations, c'est la base, c'est très sûr. On est d'accord? Donc, s'il faut investir dans des actifs plus risqués, les actions en l'occurrence, même si c'est des actions à croissance lente, et donc, naturellement, ça veut dire qu'on prend plus de risques. Alors, on attend aussi être payé beaucoup plus cher que les obligations. On est d'accord. Donc, on espère en fait des rendements qui dépassent la zone des 6 à 7,5% des obligations. Donc, on peut s'attendre peut-être à du 9-10%, ce genre de rendement-là pour les slow growers. Alors, donc voilà cette catégorie et je vais prendre un exemple ici sur Sika Finance. Alors, j'ai dit quoi? C'est Sonatel par exemple. Sonatel est un exemple concret de ça. Je vais chercher Sonatel ici. C'est dans les S. Sonatel. Combien de temps je le cherche, je ne le trouve plus. OK. OK. Et je vais aller dans l'onglet Société. C'est mon onglet favori sur Sika Finance. Alors, donc voilà. Donc, comme on le disait, vous pouvez voir ici que le chiffre d'affaires, en fait, il ne croît pas de manière extraordinaire, hein. On était presque dans les 1000 de chiffre d'affaires en 2017. En 2021, on est à 1300, donc c'est pas bien terrible. Et le résultat net, on était à 202 milliards et là, on est à 252 milliards encore en 2021. Donc, vous voyez, la croissance est vraiment, vraiment faible. Par contre, les dividendes sont très généreux. Vous pouvez voir ici que le bénéfice net par action était de 2500 en 2021 et quoi? 1400, c'est plus de la moitié de 2500, oui, littéralement. Donc, plus de la moitié du bénéfice a été distribué aux actionnaires en dividendes. Donc, voilà, c'est l'exemple typique même, en fait, d'un slow grower. Et donc, vous allez voir, je ne sais pas si c'est la peine de calculer le taux de croissance. Non, non. Mais généralement, on sera bien loin des. Pour les fast growers, on va voir ça par la suite. On sera dans la plage des 20 à 30% de. Donc, on va calculer. Donc là, on est 2021, on était à 1334 et 2017, on était à 972, disons 973, d'accord? 1330, je dis 1335, j'ai arrondi. Donc ça me fait 1335 divisé par 973, on a dit. Hein? Et ça, c'est sur 5 ans. Donc, je fais égal et je fais puissance 5 ans. Ça va, 1 sur 5, ça fait 0,2. Alors, ce que j'utilise là, c'est la formule des intérêts composés. Donc, une variante de cette formule-là. Hein, juste la manipuler pour trouver en fait le taux de croissance annuel moyen sur les 5 années. Alors, donc, ça me fait ça et je fais le tout moins 1 normalement. Et j'ai une croissance de 6,5%. Donc, vous voyez bien, une croissance de 6,5%. On est loin de la plage des 20 à 25%, 20 à 30% même pour les fast growers. Alors, on revient là. Et donc, nous allons passer à la catégorie suivante. Alors, ici, c'est les valeurs sûres selon Peter Lynch. Sûres. Alors, c'est ce qu'en anglais on appelle en fait les stalwarts. Les stalwarts, c'est des entreprises vraiment, comment on dit, résilientes. Des entreprises qui supportent très bien la récession. Pourquoi? Parce que c'est des growers, des entreprises qui croient déjà bien plus rapidement hein, que les, les slow growers, mais pas aussi rapidement que les fast growers. On est d'accord. Alors, donc, ça c'est quel exemple on va trouver sur la BRVM? Ce serait Société Générale, littéralement. Société Générale serait littéralement un stalwart. Ouais. OK. Alors, donc, comment on espère gagner de l'argent avec les stalwarts? C'est en fait un mixte. Étant donné que c'est une entreprise qui croît bien plus que les slow growers, mais pas autant que les fast growers, on attend des plus-values, hein, mais on attend aussi des dividendes parce que le management de l'entreprise comprend en fait que sur le long terme, on ne pourra pas réinvestir tous les flux générés, flux de capitaux générés
ultérieurement de manière rentable. Donc, ils vont commencer par sortir davantage de dividendes. Donc, on espère aussi bien des plus-values que des dividendes. Alors, donc, quelle méthode il faut utiliser pour valoriser pour évaluer, quand je dis valoriser, évaluer, pour trouver une certaine valeur intrinsèque à l'action ou à l'entreprise. Donc, pour valoriser les stalwarts, alors, je pense que toute méthode utilisée ici devrait tenir compte en fait du taux de croissance de l'entreprise et des dividendes payés. Moi, personnellement, je vais toujours les comparer aux obligations. Ouais. Parce que le taux de croissance n'est pas encore. Si je dis par exemple, et nous allons prendre un exemple, ça va tourner autour de 10% de taux de croissance, 10% de taux de croissance. Je vais espérer, parce que le taux de croissance est à 10%, je vais les considérer comme des obligations très rentables. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour les slow growers, par exemple, j'attends un rendement de 9-10% en dividende. Et donc, pour ceux-là, pour les stalwarts, je vais attendre bien plus que 9-10%, étant donné que même le coût de l'action est en train de croître. Donc, le dividende aussi, de manière historique, en fait, est en train de croître. Donc, je peux attendre dans les 15% comme rendement pour ce genre d'action-là. Alors, quand je dis 15% en rendement, ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que l'année à laquelle j'ai payé l'action, j'attends que le dividende représente 15% du cours cette année-là. Non, pas du tout. Je dis 15% par rapport à l'année, au cours de l'année où moi j'ai payé l'action. Ça peut être 3 ans plus tôt, on est d'accord? Alors, donc ça, c'est les stalwarts. Ouais, on a dit la valorisation. Alors, donc on va passer à la troisième catégorie, la catégorie des valeurs à croissance rapide. Alors, ça, c'est le Graal. C'est la catégorie préférée de tous les investisseurs célèbres que vous connaissez, Warren Buffett, Charlie Munger, Monish Pabrai, Peter Lynch, Guy Spire, eux tous, littéralement. Alors, pourquoi? Parce que ici, vous retrouvez des jeunes champions, en fait, des entreprises jeunes, encore jeunes, mais qui sont en train de croître à une vitesse folle. Et parce que justement, elles croient ces entreprises-là à cette vitesse-là, ça va nous générer une plus-value juste incroyable sur le marché financier. Alors, donc, comme je l'ai dit, derrière ces entreprises, c'est des jeunes, derrière ces actions, c'est des jeunes entreprises qui croissent très rapidement. On est d'accord? Et comment vous espérez gagner de l'argent, c'est les plus-values. Clair? Un exemple sur la BRVM, ce serait, vous savez, c'est Coris Bank. Coris Bank International Burkina Faso, comme je l'ai dit. Alors, moi, personnellement, je crois qu'actuellement sur le marché, la BRVM, c'est la meilleure opportunité. Mhm. Euh, j'ai fait des vidéos passées où je disais que c'était un seven bagger. Ça pourrait faire multiplier son coût par 7 sur les 5 prochaines années. Mais étant donné que c'est en train de, comment dire, ça a croisé Société Générale bien plus rapidement que je l'espérais, c'est peut-être, je dis, un 10 bagger, je ne sais pas encore. Dans tous les cas, tout va dépendre en fait de si l'entreprise parvient à maintenir son taux de croissance ou pas. Et c'est justement là que je voulais en venir, un avantage concurrentiel. Pour les fast growers, c'est capital d'avoir un avantage concurrentiel. Pourquoi? Parce que le capitalisme est cruel en fait. Tous les business qui sont juteux, rentables, c'est que c'est sûr que votre business est juteux, rentable et croît vite. Vous avez tout de suite une multitude de concurrence. Et donc, la seule manière de vous démarquer, de vous assurer une certaine part de marché et de vous assurer que cette part de marché va croître dans le futur, c'est d'avoir un avantage concurrentiel, quelque chose qui vous différencie de la concurrence, un facteur différenciant. L'avantage concurrentiel, un avantage compétitif au thème de, comment il s'appelle déjà? Michael Porter. Ouais, ouais, je crois bien que c'est son nom. Michael Porter, pas Procter. C'est Procter, c'est Procter Gamble, c'est une entreprise américaine. Non, lui, c'est Michael Porter. Alors, c'est lui qui a utilisé le terme pour la première fois, l'avantage compétitif. Et Warren Buffett aime bien l'utiliser sous comment dire, le synonyme de moat. Moat, moat c'est, comment dire, un cours d'eau qui entourerait un château et donc qui empêche en fait les assaillants de rentrer dans le château. Le château, ce serait le business très juteux, très lucratif. Et donc, le mot, ce serait l'avantage compétitif qui va empêcher justement la concurrence de, comment on dit,
d'attaquer votre business, d'attaquer la part de marché de votre business, la rentabilité de votre business, la croissance de votre business et tout ça. Alors, donc voilà, je vais passer ce truc derrière. Alors, donc, ouais, on a donné un exemple et la valorisation. Alors, comment est-ce que je valorise, euh, comment est-ce que je valorise en fait les fast growers, les fast growers? Alors, ici, il y a plusieurs méthodes pour les valoriser. Alors, la méthode que moi j'utilise personnellement, c'est le PEG ratio. Le PEG ratio, c'est un ratio de ratio. C'est pas compliqué. Ah, calmez-vous. Alors, le PEG ratio, c'est un ratio de pair divisé par un, comment on dit, le taux de croissance du bénéfice, donc une certaine quantité, voilà. Donc, je dis un ratio de ratio parce que le PEG, lui, c'est un ratio. Et pour le calculer, il faut utiliser un autre ratio, le pair. Bref, c'est rien de compliqué. Alors, donc ça, c'est une méthode qui nous a été proposée par Peter Lynch et je la trouve assez simple. Hmm. Et donc, les autres méthodes qui existent, alors, il y a le sticker price. Le sticker price, c'est Phil Tom de Rule One Investing qui l'utilise beaucoup. C'est d'ailleurs lui qui a mis en place son truc, donc ça fait sens. Et une troisième méthode encore, c'est Equity Bond Theory de Warren Buffett. Alors, la théorie des equity bonds. Alors, bon, ça, si vous fouillez dans la documentation des blogs sur Internet qui parlent d'investissement, vous pouvez tomber. C'est assez rare des articles qui parlent en fait de cette méthode-là. Vous pouvez tomber dessus. Ce n'est rien de compliqué, une fois de plus, ce n'est rien de compliqué. Mais moi, personnellement, je préfère le PEG ratio. Alors, donc, ouais, on a parlé des méthodes de valorisation. Alors, si vous êtes intéressé par tout ça, vous pouvez me dire dans les commentaires hein, si vous voulez, si j'ai abordé un point qui vous a paru intéressant, par exemple, et que vous voudriez bien que, comment dire, m'appesantisse. Wow, on va parler gros français, que je mette un peu plus de focus sur ce point-là, c'est mieux. Ok, je vais faire des vidéos ultérieures pour me concentrer sur ces points-là, vous donner davantage d'explications. C'est simple. Alors, donc, on va continuer et comment dire, l'entreprise qui suit, ou bien la catégorie d'entreprise qui suit, c'est les cycliques. Les cycliques en français et en anglais, the cyclicals. Les cyclicals, c'est des entreprises cycliques, tout simplement. Alors, des entreprises cycliques, ça veut dire quoi? Des entreprises dont l'activité ou les activités sont cycliques. Ça peut être, par exemple, une entreprise agricole dont, comment dire, la matière principale est, comment dire, cotée sur une bourse et qui va varier de manière périodique ou cyclique ou même de manière imprévue suivant l'offre et la demande. Donc, je vais prendre par exemple l'exemple de Palm CI, donc l'huile de palme, et on sait très bien que c'est coté sur une bourse et donc que le chiffre d'affaires de cette entreprise-là va dépendre grandement du coût de l'huile de palme sur la bourse. Mais alors là encore, il y a un hic parce qu'il y a des informations qui tendent à dire qu'en fait, le coût de l'huile de palme serait régulé par l'État ivoirien et donc, ça veut dire d'office, il n'y a pas de raison alors que le chiffre d'affaires de Palm CI varie suivant le coût mondial de l'huile de palme. On est d'accord? Ouais. Donc, bref, dans tous les cas, l'information n'est pas très claire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut retenir si le coût est fixé par le gouvernement ivoirien, auquel cas Palm CI ne serait pas vraiment cyclique ou si ça ne l'est pas. Alors, donc Palm CI, par exemple, ouais, c'est une entreprise cyclique. Alors, une entreprise cyclique, si le coût n'est pas régulé, ouais. Alors, donc ça, c'est le genre d'entreprise qui se cache derrière une entreprise cyclique, derrière une action cyclique. Alors, quel gain on peut espérer ou bien comment on espère gagner de l'argent avec les cyclicals? Ouais, c'est pas des dividendes, clairement, c'est les plus-values. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetez votre action à, je ne sais pas, 1000 francs et vous espérez peut-être revendre l'action à 5000. Alors ici, ce à quoi il faut faire très attention, en fait, c'est le timing. Parce que les cyclicals, comme je vous l'ai dit, il y a des hauts et des bas. Mais les hauts et les bas sont vraiment éloignés les uns des autres. Donc, en fait, ce que vous voulez, vous, personnellement, c'est acheter l'action au début du cycle, quand le coût est encore assez bas et le revendre en haut. Mais comment vous savez que le coût est encore assez bas? En fait, ça n'a rien à voir avec les coûts eux-mêmes. Ça a tout à voir avec les bénéfices de l'entreprise et le contexte macroéconomique. Alors,
le bénéfice de l'entreprise parce que vous voulez acheter l'entreprise, en fait, dès que vous avez, comment dire, les premiers signes que le bénéfice est en train de s'améliorer, autrement dit, qu'on est en train d'attaquer dans le contexte de l'entreprise, un cycle positif pour l'entreprise. Donc, on est en montée, on prend des descente en montée et on veut vendre dès qu'on sent un déclin dans le résultat net de l'entreprise. Donc, que l'entreprise est en train d'aborder un cycle descendant. Donc, contrairement au fast grower, généralement, un fast grower sera très attrayant, attractif quand son père sera petit. Et si le père est très grand, ça veut dire déjà que l'entreprise est assez évaluée, correctement évaluée, qui a eu correction ou peut-être même surévaluée. Alors, dans le cas des cyclicals, c'est plutôt le contraire que vous allez constater. Donc, alors, pour les cyclicals, pour ces genre d'entreprise-là, le comportement sera plutôt, le comportement du père sera contraire par rapport au comportement des fast growers, en ceci que pour les fast growers, au début du cycle, le père sera petit et je dis au début du cycle. Les phases growers seront très attrayants quand le père est petit et complètement évalué ou peut-être même surévalué quand le père sera grand. Pour les cyclicoles, c'est tout le contraire. Pour les cyclicoles, l'entreprise sera, l'action sera attrayante quand, quand le père sera le plus grand possible et ne sera pas du tout attrayant quand le père sera petit. Pourquoi? Le père sera grand quand le résultat sera petit. Le résultat sera petit quand on est en fait comment dire, au pire moment possible dans le cycle de l'entreprise. C'est clair. Donc, quand on est au pire moment possible dans le cycle de l'entreprise ne fait pas de bénéfices, pourra faire même des pertes. Donc, le résultat est très petit, pas inexistant. Et donc, le ratio père est très grand. Clair. Donc, c'est là qu'il faut acheter. Parce que c'est juste un peu après ça, c'est le début d'un cycle positif, d'une hausse, si vous voulez. Et cette action ne sera pas attrayante quand le père sera petit. Parce que quand le père est petit, ça veut dire que le résultat est déjà très grand. Donc, le résultat est très grand. L'entreprise, ça veut dire que l'entreprise est très rentable. Ça veut dire qu'on est au meilleur moment déjà possible du contexte de l'entreprise. Et donc, on est sûrement déjà à la fin du cycle de la montée. Donc, on a déjà, tout a été engrangé déjà. Donc, c'est peut-être le moment même de sortir quand le père est petit. Bon. Donc, voilà. Et donc, évidemment, c'est de cette manière qu'il faut valoriser les cyclicoles, surveiller le père. Alors, je dis ça comme ça paraît facile, mais moi, personnellement, c'est une entreprise que je n'aime pas. En fait, c'est une catégorie que je n'aime pas parce qu'en fait, il faut beaucoup d'expertise dans le secteur d'activité de l'entreprise pour pouvoir identifier si on est au début d'un cycle ou bien à la fin d'un cycle. Parce que ça ne suffit pas juste d'observer les résultats. Hmm? Ouais, parce que on peut très bien, l'entreprise peut très bien faire, être rentable dans l'exercice, mais faire des investissements et donc à la fin, ça n'avait pas un bon résultat. Donc, pour la nécessité encore donc de savoir analyser les états financiers pour savoir est-ce que c'est à cause d'un investissement que le résultat est médiocre comme ça, mais est-ce que c'est à cause d'un autre facteur, ou bien est-ce qu'ils ont anticipé un remboursement de prêts bancaires, ou bien ce genre de choses-là. Et le contraire peut très bien se passer. Un exercice comptable qui n'a pas été très fructueux, mais le résultat est très grand. Si vous regardez juste le résultat, vous croyez que l'entreprise a été rentable alors que c'est complètement faux. Comment c'est possible? Si l'entreprise a par exemple cédé des actifs au cours de l'exercice, il y a en fait de ce qu'on appelle résultat hors activité ordinaire, RHAO. Donc, ils peuvent céder un actif. Céder des actifs, ce n'est pas des activités qui peuvent faire à chaque exercice. C'est une activité non ordinaire. C'est ce qu'ils appellent le résultat d'activité. Résultat hors activité ordinaire. Voilà. Donc, l'entreprise peut ne pas être rentable au cours de l'exercice et vous présenter un résultat très lucratif. Tout simplement parce qu'ils ont vendu quelque chose de l'entreprise, un actif par exemple. Alors, ça c'est les cyclicals et on va aborder ça, la société en voie de redressement. Ça dit recovery. En anglais, on dit turnaround, les turnaround. Alors, les turnaround, c'est des finishes. Des finishes en ce sens que c'est des entreprises mourantes en fait. Et la seule chose qui peut les sauver ici, c'est un facteur externe ou bien un facteur interne. Alors, un facteur interne, je commence par ça, ça peut être une restructuration de l'entreprise. Alors, un management
exceptionnellement doué qui a pris les rênes de l'entreprise et donc qui va faire une restructuration et remettre l'entreprise sur pied, ça c'est très rare. C'est comme le dit Warren Buffett, hein. Il dit que généralement quand un management très doué rencontre une entreprise médiocre, généralement c'est la réputation de l'entreprise qui reste intacte. Ça veut dire quoi? Genre, peu importe le génie du management, il est très rare en fait qu'ils arrivent à redresser une entreprise vraiment, vraiment médiocre. Donc, voilà quoi. Donc, ça, c'est le premier facteur. Ça peut être un facteur intrinsèque, une restructuration qui rend l'entreprise rentable, ou bien, qu'est-ce que ça peut être? Un facteur externe à l'entreprise. Donc, ça peut être quoi? Que le gouvernement décide, par exemple, pour ce genre d'entreprise-là, ce genre, pas parce qu'ils sont souffrants, c'est parce qu'ils ont un secteur d'activité donné, donc décide pour ce genre d'entreprise-là de suspendre les impôts sur les 5 prochaines années. Donc, évidemment, ça va booster le résultat de l'entreprise, booster les fonds propres de l'entreprise et remettre l'entreprise sur pied. Ou bien, ça peut être que le gouvernement décide, par exemple, de quoi? De stopper, d'interdire les importations des produits des concurrents de l'entreprise. Et donc, ça va faire plus de parts de marché à l'entreprise, plus de chiffre d'affaires, et donc plus de résultats, plus de fonds propres et une meilleure santé financière à l'entreprise. Donc, autant de facteurs. Donc, ça, c'est les entreprises que vous pouvez trouver derrière les sociétés en voie de redressement, les turnarounds. Alors, donc, comment on espère gagner de l'argent ici? C'est pas les dividendes, encore une fois. C'est, ouais, pour ceux qui pour les dividendes ou bien pour le prochain dividende, il y a bien plus que ça. Alors, donc, c'est les plus-values, encore une fois. Et donc, ici, ce qu'il faut surveiller ici, en fait, c'est, vous voulez acheter, dès que vous avez l'information ou bien la certitude que l'entreprise va se redresser. Parce que si on doit calculer un pourcentage entre les entreprises mourantes et celles qui meurent vraiment, le pourcentage est vraiment élevé. Ouais, ouais, absolument. Donc, il faut faire très attention quand on investit sur une entreprise mourante, un turnaround comme ça. Il faut vraiment avoir la certitude que le turnaround, la renaissance va se passer. Parce que sinon, c'est très facile de perdre tout son argent littéralement dans ce genre d'entreprise. Mais quand ça se passe, le turnaround se passe vraiment, mais alors c'est très lucratif. C'est littéralement ce qui est en train de se passer, je crois, avec NCA Bank. Donc, pour trouver un exemple sur la BRVM, c'est sur NCA Bank de la Côte d'Ivoire. Qui est en train de faire un turnaround. Et bon, je ne vais pas en dire davantage. Mais ouais, littéralement, je crois que c'est un turnaround. Alors, turnaround pour NCA, ça ne veut pas dire que NCA était mourant, hein, non, mais ils ont vécu une situation plutôt difficile dans les années passées. Alors, qu'est-ce que je suis même en train de faire? J'aurais dû vous montrer des exemples comme j'ai fait ici. Alors, je vais commencer par NTIA d'abord. Je vais commencer par NTIA, 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 NTIA. Alors, je vais aller dans données. Alors, ça, c'est Risk Boost. Données, rapport d'activité. Et je vais aller sur NTIA. J'avais prévu en fait de vous montrer des exemples chaque fois. Comme ça, mais j'ai complètement oublié, je ne sais pas. Alors, NTIA, 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 NTIA. Je tape NTIA. Et le résultat, par exemple. Alors, donc vous pouvez voir, ouais. Ouais, rien qu'en 2020, ils ont presque eu. Le résultat, c'était vraiment en baisse comparé aux années qui ont précédé un peu 2020. Donc, ils ont eu en fait une période assez difficile sur les derniers. Dans ce creux-là, en fait, vous voyez, là. Parce que là, on a clairement une croissance et là encore, on a une croissance. Donc, ici, quelque chose s'est passé. Si vous allez lire les états financiers, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Et donc, l'entreprise est en train de récupérer en fait de cet événement-là qui s'est passé. Alors, donc NTIA, oui, c'est un turnaround. Alors, comme j'ai oublié, je vais peut-être rattraper. Alors, pour les cyclicals, est-ce qu'on a dit comment? Non, c'est pas les cyclicals. On est là. Pour les turnarounds, comment les valoriser? Alors, là encore, c'est très difficile de savoir comment les valoriser, mais généralement, on utilisera le père de l'action et on veut l'entreprise à une bouchée de pain. Étant donné que c'est déjà une entreprise mourante, en fait, mais en tant qu'actionnaire, on va vraiment exiger de la voix au prix d'une entreprise
mourante. On est d'accord? Donc, on va pas dire, je vais pas vous donner un seuil comme ça pour dire si le père est au-dessus de, je ne sais pas, je dis 5. 5, c'est pas un bail et c'est pas qu'il ne faut pas acheter. Si c'est en dessous de 5, il faut acheter. Non, c'est un peu trop grossier. Il faudrait plutôt aller au cas par cas ici. Bon. Et bien évaluer les actifs de l'entreprise. Généralement, ce que les investisseurs très célèbres font dans ce genre de cas, c'est quoi? Alors là, c'est une pépite que je vous lâche. C'est pour une entreprise, il y a ce qu'on appelle la valeur de liquidation. Donc, la valeur de liquidation, si vous êtes adepte de type Valo, investing de Warren Buffett, ça, c'est la méthode qu'il utilisait avant de basculer sur une méthode plus progressiste, on va dire, plus fast grower, hein, à cause de Charlie Munger. Mais si on doit revenir à ça, son ancienne méthode de valorisation, une méthode plus, qui ressemble plus à celle de Ben Graham, son mentor, c'est ici qu'il faut calculer en fait la valeur de liquidation de l'entreprise et donc s'assurer qu'on est en train d'acheter le turnaround en dessous de sa valeur de liquidation. Parce que qu'est-ce qui va se passer si l'entreprise mourante meurt vraiment? On va liquider l'entreprise. Et donc, ce que vous êtes sûr d'avoir en tant qu'actionnaire, c'est la valeur de liquidation de l'entreprise. S'il reste quelque chose, on est d'accord? Donc, en vous assurant de payer l'entreprise moins que sa valeur de liquidation, vous vous assurez que même dans le pire des cas, en fait, vous pouvez récupérer votre capital et peut-être même légèrement plus. Alors, et donc, la dernière catégorie, oui, je crois qu'on va faire ça. Je vais finir cette dernière catégorie pour revenir sur les entreprises, enfin, les courbes que je voulais vous montrer sur Chica Finance et Ressources. Alors, les jeux d'actifs. Les jeux d'actifs, c'est la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle en anglais les asset plays. Alors, les asset plays, c'est des entreprises qui ont des actifs cachés. Ça veut dire quoi? C'est pas que les actifs sont vraiment cachés, c'est juste que les actifs sont là, mais vous n'arrivez pas à les voir. C'est peut-être un bien immobilier dans le bilan qui est mis au prix où le bien immobilier était acquis il y a 20 ans, 30 ans. On sait très bien que l'immobilier 30 ans plus tard, les biens ne valent pas la même chose. On est d'accord? Donc, ça veut dire que, en fait, ce qui est mis dans le, comment on dit, la valeur comptable du bien qui a été mis, cette valeur comptable n'est plus à jour à la date d'aujourd'hui. Et donc, c'est peut-être 10 fois ou 20 fois cette valeur comptable à laquelle il faut considérer la date d'aujourd'hui. Oui. Et donc, ça change complètement la valeur comptable de l'entreprise et la valorisation que vous pouvez faire de l'entreprise. Donc, ça peut être des biens immobiliers comme ça qui sont sous-évalués, ça peut être de la liquidité, ça peut être en fait que l'entreprise a tellement de liquidité que juste la liquidité de l'entreprise ça dépasse déjà la valorisation boursière de l'entreprise. Ça peut vous étonner, mais oui, c'est des cas qui étaient constatés sur Wall Street. Et évidemment, les investisseurs aguerris en ont profité. Alors, ça peut être là, il parle d'un savoir-faire unique, mais moi, personnellement, si je dois investir dans un jeu d'actifs, je ne miserais pas sur un savoir-faire unique. Non. Alors, je préférerais des actifs tangibles, des choses qu'on peut liquider et récupérer son capital, clair. Alors, donc, ça peut être des biens immobiliers, il le répète là, une marque, non, ça non plus. Lui, il le dit, c'est peut-être acceptable, mais moi, si je veux investir dans des jeux d'actifs, je n'irai pas sur des actifs non tangibles comme ceux-là, comme la valeur d'une marque ou bien la valeur d'un savoir-faire. Non. Alors, les crédits d'impôt, oui, c'est très intéressant. Alors, donc, un exemple sur la BRVM. Alors, en temps, il y a eu Benavé qui était un asset play et je ne me rappelle même plus à quel coût je l'avais acheté, mais et je l'avais revendu à, je crois, 900, mais j'étais con parce que je l'avais revendu beaucoup trop tôt parce que par la suite, ça a dépassé bien, non, vraiment largement les 900. Donc voilà. Alors, donc comment vous gagnez de l'argent avec les jeux d'actifs, c'est évidemment, c'est pas les dividendes, c'est encore comment on dit, les plus-values. Et comment vous valorisez l'entreprise, en fait, la méthode elle est très simple, c'est la méthode en fait des net de Warren Buffett ou de Ben Graham encore si vous préférez. Et ce que vous voulez faire ici, en fait, c'est de prendre en compte tous les actifs tangibles. Tangibles, je répète encore. Parce qu'on ne peut pas considérer les actifs non tangibles, non?
Donc, de prendre en compte tous les actifs tangibles de l'entreprise, de soustraire toutes les dettes de l'entreprise. Donc, une partie des actifs, les actifs tangibles, mais les dettes, c'est toutes les dettes. Et ce qui reste, en fait, c'est presque une valeur liquidative de l'entreprise. Donc, vous voulez vous assurer, en fait, que la valeur en bourse, la valorisation boursière de l'entreprise, ou bien ça, son market cap, la capitalisation boursière de l'entreprise, dépasse cette valeur de liquidation-là. Vous êtes, ça veut dire en fait que, excusez-moi, est en dessous de cette valeur de liquidation là. La valorisation boursière doit être en dessous de la valeur de liquidation. Donc, ça veut dire que vous payez l'entreprise moins cher que sa valeur liquidative. Voilà. Donc, et ce que vous voulez faire là maintenant, c'est attendre que le marché reconnaisse en fait le gap. Donc, le marché reconnaisse que les actifs de l'entreprise n'ont pas été bien évalués et qu'en fait, cette entreprise qui cotait peut-être en bourse l'action à 1000 francs, en fait, en réalité, ça vaut, je ne sais pas, 5000 parce que, entre-temps, il y a eu tel bien immobilier qui a été sous-évalué ou ce genre de choses. Mais ce à quoi vous voulez faire très attention ici, c'est quoi? C'est pendant le temps que vous détenez l'action, vous voulez vous assurer que l'entreprise n'est pas en train de brûler du cash, brûler de la liquidité. Autrement dit, en train de faire des résultats négatifs parce que les résultats négatifs vont consommer en fait les actifs de l'entreprise. Je dis consommer comme ça parce que, en fait, c'est pourquoi nous misons sur les asset plays, c'est à cause du gap, le gap qu'il y a entre la valorisation boursière et la capitalisation de l'entreprise. Donc, ce gap, nous attendons que le marché le reconnaisse et fasse la correction. Mais si entre-temps, l'entreprise est en train de faire des résultats négatifs, ce gap va diminuer progressivement. Et le gain potentiel que nous pouvons faire en tant qu'investisseurs est en train de diminuer comme ça. Donc, c'est pour ça que dans le jeu d'actifs, il faut vraiment éviter des entreprises qui sont en train de brûler du cash, de perdre comment on dit, du capital à chaque exercice. Donc, de faire des résultats négatifs. Ou s'ils le font, mais que ce qui est perdu soit vraiment négligeable comparé au gap que nous on a constaté. Donc voilà, les jeux d'actifs. Et je vais revenir maintenant vous présenter ce que j'avais omis de vous présenter. Alors, pour les valeurs cycliques ici, par exemple, je peux vous montrer Palm CI. Alors, il y a cette coupe de riches boost qui pourrait vous intéresser. Palm CI. Non? Palm, OK. Ils sont en train de charger. Et là. Et donc, ce que nous allons voir ici, c'est les résultats nets de l'entreprise. Et bon, ce n'est peut-être pas prononcé, mais vous voyez déjà que c'est assez en dents de scie. On est d'accord? Donc, là, c'est clairement un cycle baissier. Hein. On est passé de 24 milliards de bénéfices à moins 12 milliards de bénéfices. Hell. Et là, c'est clairement le cycle haussier. Donc là, de moins 12. Et là, on est à 42 maintenant de bénéfices. Donc, là, c'est un cycle baissier. Là, c'est un cycle haussier. Donc, ça traduit bien la cyclicalité, si on peut dire ça comme ça, de Palm CI. Et alors, ici, cyclique et les valeurs à croissance rapide, c'est Coris Bank, c'est clair. Les valeurs à croissance, les valeurs sûres, c'est, on a dit, Société Générale. Alors, je vais vous montrer les deux et on va finir. Alors, donc, je vais voir ça sur Sika Finance, ce sera plus. Non? Ouais, je vais voir ça ici, comme ça on pourra faire le calcul. Alors, donc ici, je vais voir Société Générale. Société Générale. Société Générale. Société Générale. Pourquoi? Maintenant que je les cherche, je ne les trouve plus. OK. OK. Quelque chose s'est passé ici. Bon, OK. Donc, l'onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet Société. Et vous pouvez voir la croissance. Le résultat net, voyons juste le résultat net, c'est une croissance de euh, 40 milliards à 67 milliards. On est d'accord? On va calculer ça. 40 milliards à 67 milliards. Je fais 67 divisé par 40. 5 ans. C'est 1 sur 5, ça fait 0,2. Et je fais moins 1. Ensuite, attends, je loupé quelque chose. Donc, c'est 67 divisé par 40.
40 divisé par 40, ça puissance 0,2. OK, donc moins 1, on est dans les 10%. Donc, on est dans les 10%, disons 11% si j'arrondis de croissance. Donc, ça, c'est littéralement un stall watch. Et les fast growers, nous voulons être dans les 20 à 30%. Donc, nous allons calculer pour Corisbank, qui est notre fast grower. Excellence sera bien. Et donc, je fais société et là, le résultat net, L. Vous pouvez voir vous-même hein, que ça a cru de 17 à 46. Donc, 46,5 et 17,2. Je fais 46,5, 7,2. Et c'est 5 ans. 1 sur 5, c'est 0,2. Alors, et je fais moins 1. Et vous voyez une croissance de 22%. Donc, dans le cas passé, on a calculé, vous pouvez voir ça là, c'est 11%. On a calculé 11%. Et voilà, c'est 11%, 11%, c'est ça ici. Société Générale, le taux de croissance 11%, ça c'était un stalwart. Et le taux de croissance pour correspond 22%. Donc, voilà les exemples que je voulais vous montrer. Que j'aurais dû vous montrer quand j'étais en train de présenter en fait les stalwarts et les fast growers. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, les 6 catégories d'actions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas